Oui, bonjour. Allô, bonjour, cher. Comment vas-tu? Bien, donc. Et Euh, vous? Ça va, merci. Vraiment, merci d'avoir accepté de témoigner un peu pour qu'on puisse voir tu as vécu de l'intérieur. Ah, plaisir partagé. De toute façon, il faut, il faut que nous autres qui avons été victimes et voilà, que nous puissions au moins se relayer le message et puis limiter le maximum de fake news. C'est ça, parce que c'est ça qui freine un peu l'adhésion aux mesures préventives. C'est le fait qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues et beaucoup de croyances et beaucoup de banalisation. Oui, je dis, ce qui est dommage, c'est que la banalisation, c'est pas juste au niveau de la population, on voit même qu'au niveau des autorités et tout, voilà. Mhm, Même si on dit on a pris des mesures, mais en réalité, c'est juste des mesures, bon, voilà, pour faire croire aux gens, bon, voilà, nous aussi, on a mhm. pris des dispositions par rapport à ça, Exact. mais, Mhm, mais on continue de voir que, voilà, mhm. que les Africains ne se sentent pas concernés. C'est vrai Exactement. que, en termes de nombre de cas, Mhm. ils sont encore à des cas sporadiques, déjà 5 cas, 10 cas. Exact. Mais je tenais à rappeler qu'il y a de cela 3 mois, en France, on était dans la même situation. Donc, c'était 7 cas, 8 Oui, cas. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 4000 nouveaux cas en une journée. Donc, oui, vraiment, il va falloir qu'on prenne au sérieux. Déjà, ce exactement. qui est bien, c'est qu'au moins, les frontières sont fermées. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mhm, mhm, Mais avant ça, il y a eu beaucoup de, voilà, mhm, les barils étaient poreuses. Donc je me dis que si il y a des personnes contaminées qui ont pu s'échapper, mhm. ou bien qui n'ont pas été voilà, mises en En quarantaine, quarantaine. que ce Mhm. soit de façon personnelle, ils ont certainement dû contaminer certains qui vont contaminer d'autres. Exactement. Et vraiment, voilà, il faut que l'Afrique qu'on fasse vraiment attention parce que quand je vois que les pays de l'Europe ont Mhm, du mal à maîtriser cette pandémie, je mhm. me demande bien ce que fera l'Afrique si cette situation arrive. Exactement. Parce qu'on parle de 5000 respirateurs. Mhm. Je ne sais pas si en Afrique voilà, on entend. Exact. J'aimerais revenir un peu parce que ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu as les deux visions, la vision du soignant et la vision du patient. Et j'aimerais revenir sur la vision un peu du patient pour que tu nous donnes un peu comment les symptômes peuvent évoluer et puis ensuite peut-être nous brosser à la fin comment un système de soins peut se saturer très très vite. Oui, bon, en ce qui me concerne, bon, là c'est le point de vue du patient, les Mhm, choses sont allées un peu très vite parce mhm, que jusqu'au week-end, je n'avais vraiment pas de symptômes ni mhm, de signes, ni de signes qui pouvaient m'alerter. mhm, mhm, Mais il faut noter que lundi, après avoir travaillé, quand je suis, mhm, j'ai senti que à un moment donné, je cherchais un peu de l'air. mhm, mhm, C'était un peu bizarre parce que voilà, j'étais bien portant le matin. mhm, Et puis, directement, j'ai un peu pris peur. Mais quand j'ai ouvert mes fenêtres, mhm. donc je me suis mise à la fenêtre pendant 5 minutes. Donc, après, les choses sont revenues à la normale. Oui. Mais j'ai commencé à boire un peu de l'eau chaude et tout. Mhm, Parce que j'ai directement, parce que comme j'avais eu peur, j'ai alerté un ami qui est mhm, aussi médecin comme moi. mhm, Il a dit, mhm, mais j'ai eu une sensation bizarre. Et puis mhm, il m'a dit, il faut boire de l'eau chaude, l'eau chaude, l'eau chaude. Bon, mhm, j'ai pris de l'eau chaude.
Même si je me demande si ça a vraiment des effets ou pas. C'était De toute comme des façon, je bouffées de préférais. chaleur. Ce que tu avais ressenti ce moment-là, que tu as eu envie d'ouvrir la fenêtre, c'était comme une bouffée de chaleur. Non, c'est déjà, ce ne sont pas des bouffées de chaleur, mais c'est comme une dyspnée, mais D'accord. c'était quelque chose de craintif. Donc, je l'ai eu Une gêne de la respiration. oui, oui, Mhm. oui, oui, je l'ai eu sur 5 minutes. Mhm. Une fois que j'ai ouvert les fenêtres, après, les choses sont venues à normal. Après, Mhm. j'avais quelques picotements durant cette nuit-là, mais le matin, Mhm. tout était OK, donc j'ai pu travailler. Mhm. Euh, mais, mais après, j'ai commencé un peu à tousser. Oui. Donc, j'avais une toux chronique. Même l'infirmier avec qui j'étais Mhm. m'a critiqué en disant: Ah, mais tu tousses là. J'ai Oui. dit: Oui, j'espère que c'est pas ça. Mhm. Donc, bon, Et au début, en c'était ce comme une moment, toux ponctuellement, ou c'était genre des séries de toux, ou juste une petite euh, toux de temps en temps comme ça. C'était assez espacé. effectivement, une Mhm. petite toux de temps en temps, très espacée. Mhm. Très espacée. Mhm. Donc, quand j'ai eu cette toux-là, j'ai bien pensé à me faire dépister, mais je me suis rappelé que il y a de cela 5 jours, Mhm. j'ai appelé pour un malade qui est venu qui toussait énormément. Mhm. Euh, oui, oui, qui toussait énormément, mais les infectiologues ont refusé de faire le dépistage parce que pour eux, il fallait qu'il y ait oxy, à savoir une fièvre, par exemple, pour faire le Oui, dépistage. Donc, exact. Mhm. de toute façon, si moi j'appelais, je devais avoir la même réponse. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. j'ai continué à travailler et Mhm. j'étais toujours bien content. Hein. Donc, je n'avais pas d'autres symptômes que ça. Exact. Mhm. Euh, oui. Donc, j'ai eu cette tour-là Mhm. jusqu'au, je crois que c'est le mercredi. Oui. Oui, que j'ai remarqué que le matin, je me suis levé avec un coup de froid. Mhm. Mhm. Oui. Donc, j'ai eu un peu froid au réveil. Mhm. Je me suis dit, bon, je n'avais pas allumé le chauffage, c'était Mhm. dû à ça. Je me suis douché, je suis allé au boulot. Mhm. Mhm. Mais moi, je sentais le corps un peu bizarre. J'étais pas en pleine forme, quoi. Mhm. La Donc, fatigue commençait peut-être, ou sentiment de manque ça dépend. d'énergie. Effectivement, et la toux devenait de moins en moins espacée. Donc, D'accord. si je pouvais tester peut-être toutes les 2 heures, je sais pas, ou bien toutes les Mhm. 3 heures là, maintenant, je toussais presque toutes les 30 minutes. Donc, ça D'accord. devenait Mhm. de moins en moins espacé. D'accord. Est-ce Donc, qu'il y avait la sensation de toux grasse, ou c'était vraiment encore une toux sèche comme sans qu'il n'y a rien qui non, c'est une remonte? toux sèche. C'est une Mhm. toux sèche. Je n'ai jamais eu de toux grasse, c'était une toux Mhm. sèche. D'accord. Mhm. Donc, quand je suis revenu dans l'après-midi, parce que Mhm. là, j'ai ressenti encore le coup de froid, j'ai demandé à l'infirmière de prendre la température. Donc, elle Mhm. m'a pris la température, j'étais à 38. Mhm. Donc, directement, j'ai tout abandonné. Oui, Euh, oui, parce que là, j'étais sur le point même de voir certains patients, certains entrées. c'est ça. J'ai tout Mhm. laissé tomber. Exact. Donc, Mhm. j'ai appelé Mhm. le supérieur pour lui dire voilà, Mhm. que j'avais une fièvre, j'avais Mhm. une toux. Voilà, étant donné que j'ai été en contact auparavant avec 2 personnes, Mhm. donc il était très probable que ça soit ça. Donc je suis allé me faire dépister Mhm. D'accord. et dès lors, j'ai été mis En isolement. en isolement. D'accord. Et quand tu as ce diagnostic comme médecin, quel est ton état d'esprit en termes de comment tu te sens au-delà des symptômes? Moi, personnellement, je pense que j'étais plus préparé peut-être que les premiers cas. Oui. Parce que les premiers cas avec les médias et tout, donc Mhm. je pense que les premières personnes ont eu Mhm. plus peur. Moi, Mhm. personnellement, j'étais un peu plus préparé. Mhm. Euh, Parce qu'avant
avant moi, il y a eu deux collègues qui ont eu, qui ont attrapé le virus. Donc, Oui. ils étaient bien portants. Mhm. Donc, j'ai compris que, bon, voilà, certes, il y a beaucoup de morts, Mhm. mais voilà, c'est pas tout le monde aussi qui meurt. Mais par contre, ce que je veux signaler, c'est que j'ai eu, par contre, un peu plus peur quand j'ai eu ce problème de respiration, en fait. Oui, J'ai, effectivement. par contre, j'ai eu peur, oui, oui. Mhm. Donc, hormis cette période-là, depuis, voilà, Mhm. ça, voilà, je, Parce que voilà, la détresse respiratoire et le besoin d'oxygène, tu le vois au quotidien des patients, ou en tout cas tu entends parler dans l'hôpital de ce type de malade, et c'est ça qui peut être préoccupant. bon, oui, en fait, nous, on ne gère pas les. Je n'étais pas trop en contact avec les patients atteints de Covid. D'accord. Donc, Donc, oui, j'ai peut-être des aînés qui sont en RIA Hépato, c'est voilà, ça. qui sont peut-être plus en contact parce que voilà, ils ont D'accord. bénéficié d'une formation et tout. Ok. Donc, mais bon, voilà, j'avais des informations comme toute autre personne, voilà, Mhm. Ok. via la télé, via voilà, les réseaux Exactement. sociaux. Mhm. Donc, le corps Donc, médical, finalement, dans ce que tu racontes, le corps médical n'est pas protégé malgré ce non, sacerdoce. si, on est protégé. On est protégé, mais Je il faut veux dire, aussi voir protégé on a contre pris. d'attraper le virus. On n'est pas à l'abri. Non, non, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri du Mhm. virus. Exact. On n'est pas à l'abri du virus. Mhm. Je dirais même que, voilà, nous-mêmes, le corps médical, on a peut-être pris acte de l'ampleur du truc Mhm. un Mhm. peu tardivement. Voilà, Exact. Mhm. parce que c'est lorsque mon deuxième collègue a Mhm. été déclaré positif Oui. que tout le monde avait les masques, en fait. Oui, Mhm. parce que la première personne avec qui j'étais en contact, donc on Mhm. n'était pas du même service. Mhm. Et c'est lorsque le collègue qui était dans le même service était déclaré positif que tout le monde Mhm. avait les masques et tout. Donc, voilà. Donc c'est En ce moment, intéressant parce que la notion d'unité à risque en période aussi dense ne l'est plus, puisque dans une unité qui n'est pas forcément l'unité des patients les plus nombreux, dans une unité quelconque, les malades peuvent se présenter. Et donc le corps soignant, le corps médical, comme tu l'as dit, est exposé. Et c'est important de se protéger avec des masques, comme tu mentionnais. oui, Mhm, oui. exactement. Et c'est quelque chose qui, pour, par exemple, les jeunes compatriotes qui sont au pays, qu'on va les voir prendre au fur et à mesure des patients, quel type de conseils tu pourrais leur donner à ces jeunes-là qui vont être amenés donc il faut qu'ils écoutent leur cœur, leur corps, qu'ils écoutent leurs symptômes. Effectivement, je pense que euh, il faut vraiment écouter le corps. Et je me dis qu'en Afrique, on aura vraiment du mal parce que moi, par exemple, ces symptômes sont typiquement similaires aux symptômes du paludisme. Bon, en ce qui me concerne, après, D'accord. je ne sais pas pour le coup, mais Mhm, c'est très typique des symptômes du mhm, paludisme. Donc, on mhm, s'est dit que mhm, en Afrique, on aura vraiment du mal parce que on mhm, risque d'avoir beaucoup de patients qui mhm. seront atteints si ça arrive, et puis qui vont rester à la maison en se disant non, c'est juste un simple paludisme, et Oui. puis voilà, Ou, surtout mhm, médiquer avec des des antipaludéens. Sauf antipaludiens. que, oui, oui, et puis parce que je suis à J crois, Mhm, et les mhm. choses vont bien. Donc ça veut Oui. dire que si j'avais pris un antipaludien, je me Mhm, serais dit que certainement c'était un palu. Et mhm, comme les choses évoluent favorablement, bon, mhm, voilà, le mhm. diagnostic était posé. Oui, Et exactement. je Et pendant serais ce temps, tu voilà, aurais été en contact avec d'autres personnes en et qui, contact avec, mhm, effectivement, mhm, c'est ça le risque en fait. C'est qu'en mhm, Afrique, d'autres pathologies qui sont mhm, similaires, qui donnent la fièvre, donc mhm, le risque, c'est que les personnes malades mhm, mhm, prennent ça pour un palu.
et exact. puis ne se font pas dépister et puis Mhm, contaminent beaucoup de personnes. Donc, c'est la mhm, raison pour laquelle j'ai vraiment peur que les choses vont très vite en Afrique. mhm. Oui, Parce que moi, par exemple, si peut-être j'étais en Afrique, j'aurais peut-être dit au départ que bon, voilà, mhm. c'est peut-être un paludisme. Ouais, Et banalisé ou puis, associé à autre maladie. Mhm, voilà, banaliser le truc. mhm, Voilà, mais mhm, c'est, c'est justement parce qu'on veut que, voilà, on mhm, veut que, vu le contexte, même si en Afrique, on sait que le palu est très fréquent, mhm, mhm, vu le contexte, il va falloir que des personnes qui feront des fièvres, ces derniers temps, des frissons, mhm. Qu'on ça soit serait bien systématique. que, voilà, Et la notion, qu'on soit systématique, ça demande, exact. Et la notion de l'âge où on ça entend demande beaucoup de souvent, moyens. mhm. Et la notion de l'âge Non, où on juste, entend ça, souvent l'exposition due à l'âge, quelle est ton impression? Parce que souvent, les gens vont dire, bon, ils sont jeunes, si on prend toujours l'exemple des résidents, des jeunes médecins, ils vont dire, ça touche pas forcément les jeunes. Quelle est ton impression dans non, l'expérience? moi, je suis jeune. Bon, après, Oui. Mhm, mhm. moi, je suis jeune. Donc J'ai ça ne protège moi, pas, j'ai quoi. 35 ans. Mhm, mhm, Oui, oui, donc j'ai 35 ans, donc mhm. je Ouais, suis c'est ça. jeune. Mhm, mhm, mhm. Je, pour moi, Mhm. il n'y a pas d'âge. Si tu étais en Exactement. contact, tu étais Mhm, en contact. exact. Donc le message vraiment, c'est de dire aux jeunes médecins et peut-être aussi à leurs aînés de protéger, se protéger, faire attention aux symptômes atypiques, la confusion avec le paludisme, c'est important, et mettre à disposition des mesures rapides d'isolement. On va peut-être parler un peu Oui. d'isolement. Ça représente quoi une pièce d'isolement? C'est qu'est-ce que ça prend en compte comme mesure que parce que qui dit isolement dit quand même des interactions avec l'extérieur de temps en temps. Qu'est-ce que ça prend une pièce d'isolement? Normalement, non. Normalement, non. Parce que là, on m'a isolé. Normalement, on est censé m'apporter les repas. D'accord. Voilà. Mhm. Donc, quelqu'un qui apporte le repas. Mhm. Et puis, je suis dans une pièce toute seule où D'accord. il y a. Donc, j'ai une douche parce qu'auparavant, j'étais avec des internes Mhm. dans, à l'internat. Donc, Oui. là, on m'a mis dans une pièce toute seule. D'accord. Donc, quand Et, les repas et oui, arrivent, la personne ne te voit pas. Elle pose le repas. Il y a un système de SAS. oui, bon, c'est dit que le problème, c'est que déjà, même si je dois sortir pour récupérer, Mhm. je vais devoir ouvrir la chambre pour récupérer, il faut que je porte le masque. D'accord. Il faut Oui. que je nettoie les mains avec une solution de gel Mhm. Mhm. hydroalcoolique. Et la personne aussi a son masque. Exact. Mhm. Ouais. La personne aussi a son masque. Mhm. Parce que euh, si on ne fait pas ça, Mhm. vraiment, on va contaminer beaucoup de monde. Exact. On va contaminer beaucoup de monde. Mais sinon, Mhm. je pense que l'isolement, quand même, c'est nécessaire quand même. Exact. C'est important parce que la période d'expression virale est un peu partout. On a vu des données qui montrent que l'air excrété peut contenir le virus pendant jusqu'à plusieurs heures et donc dans une pièce d'isolement, cet air-là va garder le virus. Donc c'est important de pas entrer ou que les personnes qui sont à même se protègent complètement s'ils doivent entrer. Effectivement. Non, Mm, mais chez moi, mm, il n'entre pas. Il n'entre pas. exact. Donc, voilà, il Donc n'entre pas. le gros défi va être, par exemple, dans nos structures en Afrique, de trouver des lieux d'isolement qui, s'il y a beaucoup de malades, peuvent euh, euh, contenir ces personnes. Surtout parce que un des éléments que on voit, et c'est ton cas, hein, tu peux rassurer notre auditoire de dire que quand même il y a des formes légères qui pourraient être, c'est comme si tu étais dans une maison. Oui,
j'étais dans une maison. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on m'a juste changé de local parce que pour éviter que je partage certaines salles, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine avec voilà, avec d'autres personnes. Exactement. Oui. Donc, dans une stratégie d'isolement, mettons, s'il y a beaucoup de malades, qu'un hôpital est débordé, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils réquisitionnent des collèges ou des structures comme ça pour... Bon, franchement, je ne sais pas parce que moi, je ne savais même pas que où je suis, il y avait encore des chambres pareilles, en fait. D'accord. Donc, je me dis que certainement, ils ont... Voilà. Donc, il y a des choses qu'ils prévoient. Voilà. L'idée, c'est vraiment... L'idée, c'était pas pour, voilà, pour ces choses-là, mais bon, voilà, avec la circonstance, voilà, il change de donne et puis ils utilisent directement pour, voilà, pour ces patients-là. Et l'autre chose, c'est que bon, moi, voilà, je suis médecin de la structure et je n'avais pas voilà, je n'avais pas une chambre ou bien voilà, je n'avais pas une chambre personnelle. Exactement. Donc c'était que voilà, c'est ça. J'étais peut-être en famille et que j'avais une chambre seule, ils pouvaient me demander de retourner en famille et s'isoler. Le masque, oui, et rester juste dans la chambre. Exactement, parce que la contrainte pour les cas où les gens retournent dans leur lieu de vie, c'est de pouvoir avoir une pièce séparée. Et c'est un peu un luxe pour certaines familles de pouvoir avoir une pièce séparée, et encore très luxueux si on a une salle de bain séparée, ce serait le gold standard. Parce que tous ces lieux-là, c'est des lieux de transmission virale potentielle. Oui, d'où l'intérêt que ça ne... que la pandémie ne se répande pas en Afrique. Exactement. Donc, je pense que ton témoignage est vraiment utile parce que beaucoup de nos frères en Afrique, de nos sœurs en Afrique vont se projeter dans ce contexte. Un jeune médecin qui est en bonne santé, qui ne fume pas, qui n'a pas d'hypertension, qui n'a pas de problème rénal, qui n'a pas de maladie chronique et qui est effectivement dans un contexte où le virus passe chez lui et qui se retrouve dans une situation d'isolement. Et c'est important de dire que cette propagation virale, on a vu quelques cas commencer et au fur et à mesure des cas se multiplient. Je pense que le message que tu disais de dire aux personnes symptomatiques de se déclarer, c'est vraiment important si tu veux leur remarteler parce que c'est important pour pas qu'ils se cachent. Effectivement. Et l'autre message aussi, bon, c'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai informé voilà, certaines personnes voilà, de la famille ou les parents. Et j'ai remarqué qu'il y avait une peur, en fait. Donc, je me dis que le message est vraiment passé avec les médias et tout. Donc, ils sont vraiment au courant peut-être de la gravité de la maladie. Parce que j'ai même eu un moment, je me suis posé la question au moment donné si c'était une bonne idée d'informer. Oui, parce qu'ils voient les cas sévères qu'on médiatise et les 80% de formes qui vont relativement bien. Effectivement, donc c'est dit que bon, c'est vrai, il y a beaucoup de cas, il y a aussi beaucoup de morts, mais il faut voilà. Il faut relativiser. C'est pas tout le monde aussi qui décède, quoi. Donc, mais l'essentiel, c'est au moins déjà de savoir qu'on l'a. Exactement. Avoir si on a du virus et qu'on se dit que c'est du parasite, en l'occurrence le paludisme, vous voyez qu'à tout moment, voilà. Donc, une personne peut contaminer pendant plusieurs jours sans se rendre compte et finalement... Exact. Donc, c'est vraiment le troisième message qu'on va passer de dire si on ne... Et l'autre message aussi, c'est au niveau
de, du gouvernement et voilà. Oui. Et d'essayer de créer vraiment des points, voilà, des centres de dépistage connus par tous, et, où vraiment les patients pourront se dépister et qui donnent vraiment des critères. Après, je comprends que avec des cas de grippe dû à la poussière et tout. Exactement. Si, voilà, si ces choses ne sont pas bien expliquées aux patients et bien criées à la base, voilà, on va faire beaucoup de dépistage, voilà, de grippe simple ou bien, voilà. Et je pense que le véritable signe, parce qu'ici c'est ce qu'ils font, c'est la fièvre. Tous ceux qui ont la fièvre associée à un autre symptôme, ils dépistent. Donc si tu as juste une grippe, si tu ne fais pas de fièvre, ils ne dépistent pas. D'accord. Donc il faut, voilà, soit la toux avec la fièvre, soit la grippe avec la fièvre. Tu peux avoir les céphalées avec la fièvre. Du moins c'est la fièvre le signe majeur. Exactement. Donc tu les fais dépister. Donc, multiplier les lieux de dépistage, c'est un élément important pour que ces dépistages-là soient proches. Exact. Qui seront connus par tous, parce que je sais qu'il y a un numéro, mais je vois sur les réseaux sociaux, après ça peut toujours être des fake news, mais je vois sur les réseaux sociaux quelques personnes se plaignent qu'ils ont eu de la fièvre et tout, ils ont appelé le petit numéro. On les a juste restés à la maison et ces personnes étaient vraiment inquiètes. Exact. Donc, si quelqu'un a des symptômes, il va aller se faire dépister. Mais en allant se faire dépister, c'est une des rares situations où on oblige, où on conseille de mettre le masque pour pas dans le chemin d'aller se faire dépister, il contamine d'autres personnes. C'est ça, hein, l'idée. C'est-à-dire que avant d'aller se faire dépister, il y a bien le chemin de la maison au centre de dépistage. Et donc, sur ce chemin, il faut éviter de contact avec les gens, mettre un masque et puis aller se faire dépister et puis espérer avoir un résultat rapide pour prendre les mesures d'isolement et en attendant le résultat, déjà s'isoler parce que cette phase de délai de rendu des résultats, c'est une phase possible de contagion. Effectivement, c'est ce qui doit normalement se faire. D'accord. Mais maintenant, si je sais pas si la personne n'a pas de masque et tout, c'est ça la question. Oui. Si tu es au Cameroun, peut-être moi je l'avais parce que j'étais en service, j'étais au boulot et tout, et vu le contexte. S'il n'a pas de masque, ce qu'on peut suggérer, c'est à ce moment-là qu'ils appellent le numéro du système de santé qui est fourni et dans une phase épidémique initiale, je pense que ce système-là peut se déplacer. Si l'épidémie évolue, que les services sont débordés, ils leur donneront les consignes peut-être de quoi faire. Mais la clé, c'est de ne pas rester dans son coin, dire que ça va passer, ça va passer. Oui, effectivement, parce que ça peut vraiment passer, mais sauf que on va contaminer beaucoup de personnes, toute la famille, exactement. Les amis, et puis les personnes âgées qui sont dans la famille peuvent aussi être contaminées dans ce contexte-là. On sait que dans nos familles africaines, on a toujours un senior qui est proche. On garde les grands-parents dans l'entourage proche, dans le cercle familial. Et eux sont vraiment des personnes à protéger parce que dans les complications, ça évolue de façon proportionnelle à l'âge. Donc, ça peut être aussi important si on sent qu'on a une suspicion d'éviter d'aller rendre visite à son grand-père ou à la grand-mère. Effectivement. Parfait. Vraiment, tous ces messages vont être relayés à la communauté pour permettre à toute cette communauté qui voit le virus arriver, qui commence à prendre conscience, mais qui doit être encore plus conscient qu'à tout moment, quand on est débordé, ça peut devenir très rapidement le désordre et puis on ne voudrait pas, et c'est un peu ça aussi le message qu'on veut dire aux gens, si on traîne trop, à un moment donné,
tous ces malades vont arriver à l'hôpital, on va avoir un système débordé. On préfère que les gens soient un peu respectueux des mesures pour que le système de santé ne se retrouve pas engorgé et qu'on ait à choisir entre deux malades, lequel on va s'occuper, lequel on va laisser de côté. Parfait. Oui, très bien. Surtout qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas les moyens que les autres ont. C'est ça. Donc, vraiment, merci. Je vais relayer le message. Là, actuellement, tu es à jour 7, donc tu te reposes bien, tu manges. Et tout... Non, je suis à J3 normalement. J3, d'accord. Donc, je vais de mieux en mieux. Parfait. J'étais très fatigué, J1, J2, mais là, je pense que ça va. Ça va mieux. En tout cas, je vais demander à chaque personne qui visualise la vidéo de te laisser un mot d'encouragement dans les commentaires. Vraiment, ça te fera plaisir et tout le monde te soutient. Vraiment, je te remercie et puis je prendrai des nouvelles régulièrement. Je vais t'appeler pour prendre des nouvelles. Merci, ok, merci beaucoup. Merci. Et puis, on se tient au courant. Merci, hein, beaucoup de courage. Sans problème. Merci. Merci. Donc voilà, merci beaucoup à ces chers confrères qui ont accepté de témoigner. C'est pas facile dans cette épidémie de parler. On sait que parfois les gens peuvent se sentir un peu stigmatisés, mais comme vous le voyez, le corps médical n'est pas à l'abri. Et ce que nous faisons de sensibilisation, d'information, c'est parce que on veut vraiment éviter ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en Chine et qui se passe aussi aux États-Unis. On veut que les pouvoirs publics comprennent que notre message, c'est un complément, c'est tous ensemble on travaille dans la même direction et que vraiment, il faut qu'ils regardent nos vidéos précédentes, qu'ils essaient d'écouter ce qu'on leur donne comme conseil. Voilà, merci, c'était le professeur Jean Tchou à Montréal. À bientôt.